Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition du Grand Soir. Le Grand Soir de ce jour, c'est la 5e sortie de la semaine et la toute dernière de cette semaine. Mesdames, Messieurs, deux sujets vont nous intéresser ce soir. Tout d'abord, nous parlerons des états généraux de l'assainissement, une grande première, peut-on dire, au Cameroun. Vous le savez très bien, face à l'insalubrité grandissante qui affecte les grandes villes du pays. Yaoundé en tête, le gouvernement camerounais organise donc les premiers états généraux sur la gestion des déchets urbains au mois de mai prochain. Pourquoi ces états généraux, n'est-ce pas? Et que va-t-on faire? Que recherche-t-on véritablement? Mesdames, Messieurs, dans cette émission, nous allons analyser et décrypter et nous aurons la chance d'avoir sur ce plateau le délégué général, le délégué régional sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, également dans cette émission, nous parlerons sport avec les démissions et grèves que l'on observe du côté de la Fédération camerounaise de football. Pour citer, il y a donc Benoît Angwa qui lui aussi a déposé sa démission. Nous avons également vécu cela avec quelques secrétaires généraux au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et nous allons également jeter un regard avec l'attitude des arbitres. Que réclament-ils? Que veulent-ils véritablement? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous serons accompagnés non seulement avec les journalistes, les entraîneurs et même les acteurs du football. Pour donc démarrer, nous allons commencer tout de suite et maintenant accueillir notre, je peux dire notre invité prestige de ce soir, Amadou Ngunga Mouchili. Bienvenue. Merci pour l'invitation et mes amitiés à vos nombreux téléspectateurs. Vous êtes délégué général du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Pour le centre. Pour le centre. C'est ça. Délégué régional. C'est ça. Ok. Merci d'être là. Ce soir, vous nous affirmez que les états généraux vont se tenir de l'assainissement, si on peut le dire. Bonne précision, les états généraux, surtout sur la gestion des ressources en déchets urbains. Ça, c'est la terminologie exacte et les mots ont un sens. Qui vont donc se dérouler les 6 et 7 mai prochains. Pour ce qui est de la phase finale. Mais il faut dire que la phase finale depuis le 15 avril, oui, il y a déjà au niveau régional de chaque région des consultations et des concertations. Okay. Et de cette sorte que, au soir du 30, les recommandations de tout le pays vont remonter afin que tout cela soit examiné donc le 6 et le 7. On en parle en profondeur tout à l'heure, monsieur le délégué. Merci d'avoir accepté l'invitation de Info TV. Également sur ce plateau, nous avons Boris Afani. Bienvenue. Merci, bonsoir monsieur Ngba. Merci pour cette invitation une fois de plus. Bonsoir à tous mes co-panélistes et à toute la grande maison d'Info TV. Avec votre permission, si vous pouvez me donner un bonsoir particulier, vous pouvez donner un bonsoir particulier à ma mère Mondia Martine qui se trouve au niveau du Gabon ainsi que la grande famille Angoune. Qui se trouve du côté du Gabon. Du Gabon. Oui. Et la grande famille qui se trouve. La grande famille Angoune se trouve ici. Oui. Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes d'une manière générale et économiste, mais j'ai préféré analyste financier. Ça vous va? Oui, ça me va beaucoup. Ok. Merci d'avoir accepté les invitations, Donald. Bienvenue. Merci, illustre aîné. Merci pour l'invitation. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'immense plaisir de croiser le verbe avec des gens qui nous ont quelque peu inspirés pour prendre le chemin qui est le nôtre aujourd'hui et qu'on fait avec plaisir. J'espère que je serai au niveau de vos attentes. Je rappelle, vous êtes d'abord journaliste, avant de vous intéresser particulièrement
aux activités sportives? Ah, vous le savez, hein, on a une formation en tronc commun. Et après, lorsqu'on arrive dans les rédactions, par rapport à nos aptitudes et par rapport à ce qui nous passionne, on devient journaliste de sport ou bien journaliste économique, ça dépend. Mais le cursus à la base, il est le même. C'est dire que je peux parler avec aisance de sport parce que j'ai des productions de sport, mais je peux également me risquer dans d'autres domaines sans trop me casser la figure. Oui, c'est autre domaine. Ce soir, vous serez obligés, nous serons obligés, n'est-ce pas, de parler de la gestion des déchets urbains. Hein. Les États généraux, c'est très bientôt. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Mesdames, Messieurs, deux autres panélistes vont faire leur entrée et eux, ils sont spécialistes en sport, parmi lesquels Maître David Eric Bissot, il est avocat au barreau du Cameroun, et le coach, entraîneur de football Simon Peggy Nge Chayou, qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre. Mesdames, Messieurs, le temps pour nous de commencer tout de suite et maintenant, hein, sans transition, avec le premier sujet phare à l'ordre du jour. Nous parlons donc des États généraux qui vont se tenir à Yaoundé, les États généraux sur la gestion des déchets urbains. Ce sera le mois prochain. Monsieur le délégué, de quoi est-il question véritablement? Ben, il est question de permettre à toutes les parties prenantes de se retrouver autour de cette question des déchets. On n'a pas besoin aujourd'hui de revenir sur le constat que tout le monde fait, que nos villes de plus en plus... Vous pouvez déjà planter le décor quand Oui, même. Ça ne fait du mal à personne de le dire, de rappeler que la ville de Yaoundé permettait quand même. C'est aussi ça qui va nous permettre de comprendre le bien fondé, n'est-ce pas, de ces états généraux des déchets. Il faut le dire, Yaoundé à un moment suffoquait. Les Camerounais de Yaoundé ou les Yaoundéens n'arrivaient plus à se balader à Yaoundé, soit les routes étaient complètement coupées avec les ordures et tous les immondices un peu partout. Et le Premier ministre a trouvé utile, avait fait le constat et avait donc trouvé utile de rassembler tout le gouvernement et avait donc demandé que le Cameroun, Yaoundé, retrouve, n'est-ce pas, ses lettres de noblesse, c'est-à-dire ville propre et autres. Alors, nous avons vu déjà à Yaoundé les travaux qui se déroulent un peu partout. Et au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, vous nous dites que vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire pas seulement mettre la propriété là, mais peut-être réfléchir sur les objets, hein, sur la gestion des déchets. D'où l'importance, n'est-ce pas, de ces états généraux des déchets urbains. Je voudrais d'abord dire que la question de la salubrité de la ville de Yaoundé et des autres métropoles est une préoccupation constante du gouvernement et du chef du gouvernement, du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, qui ne date pas d'hier, de ce que vous venez de décrire. Je vous souviens que même le chef de l'État lui-même, dans son adresse de fin d'année 2023, avait tiré la sonnette d'alarme. Et le ministère de l'Habitat et du Développement urbain avait engagé des actions au regard de la situation qui était devenue intenable en lançant des opérations coup de poing. Des opérations coup de poing qui ont permis de débarrasser la ville de près de 55 000 tonnes de déchets et éradiquer une centaine de tas d'ordures. Ça, c'est ce qui a été réalisé. Et comme vous le disiez parfaitement, ce sont des opérations spéciales qui viennent à un moment donné lorsque le système se grippe, mais ça n'a pas vocation à perdurer. D'où la nécessité de se projeter, de trouver des solutions durables. Dans son approche, Madame le ministre a pensé qu'on devait aller vers des solutions participatives et inclusives qui mettent sur la table et en scène toutes les parties prenantes. Parce que la question des déchets, il faut le dire, est une question collective qui commence du producteur, c'est-à-dire que de la population,
du citoyen lambda, jusqu'aux institutionnels qui ont mission, notamment les collectivités, mission donc d'assurer la collecte, le transport et le traitement des déchets. Et vous y associez également toutes ces initiatives de valorisation menées par les acteurs de la société civile et des entreprises du secteur privé. Donc tout ce monde devrait se retrouver pour que jamais plus on ne retrouve la situation que vous décriviez tout à l'heure. Okay. Voilà un peu l'objectif qui est recherché. Voilà, merci bien, monsieur le délégué. Alors, Donald Zangmanga, une situation que l'on a peut-être décriée. Vous aussi, vous avez certainement fait le constat à Yaoundé. Il aurait fallu s'envoler pour ne pas se rendre compte que Yaoundé étouffait sur des tas d'immondices. D'ailleurs, beaucoup en avaient fait un véritable challenge sur les réseaux sociaux. Il fallait se filmer devant la plus grande poubelle, ce qui est très très désastreux parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Nous, parfois, on peut poser des actes comme ça pour rire. Mais la mauvaise image ou l'image écornée qu'on renvoie au monde de notre capitale peut impacter à plusieurs niveaux. Elle peut même impacter le tourisme. Imaginez qu'un pays avec autant de sites classés au patrimoine de l'UNESCO, on a la ville qui est carrément vilipendée par ses propres habitants et ce que les Camerounais oublient, les immondices que nous décrions tous les jours ne tombent pas du ciel. C'est quelque part nous-mêmes qui sommes ceux-là. C'est vrai, le gouvernement a sa part. Maintenant, moi, ce qui me plaît, surtout dans cette initiative et dans l'action de Madame Célestine Kocha-Kotes, c'est qu'on peut tout lui reprocher, mais personne ne lui reprochera de croiser les mains. Elle a ses réminiscences du temps où elle était une élue locale. Donc, elle a gardé ça. Et quand elle est devant une situation, on dira parfois que peut-être elle prend des solutions hâtives, mais elle fait quelque chose. Et vous savez, celui qui fait quelque chose a toujours contre lui ceux qui ne font rien. Ceux qui auraient préféré qu'on reste là à crier, à ne rien faire, au moins mettre comme ça tous les acteurs qui peuvent, d'une façon comme d'une autre, influencer la chaîne de la production jusqu'à peut-être la transformation. Aujourd'hui, tout le monde parle de recyclage et tout. C'est déjà une très bonne chose. Parce que toutes les guerres se finissent autour d'une table. Quelle qu'en soit la haine, quelle qu'en soit la colère, et déjà ce que le Mindu a décidé de faire avec la bénédiction du chef du gouvernement est louable. Parce que je pense qu'à certains moments, il faudrait que de temps en temps, on s'asseye pour faire le bilan. On s'asseye pour essayer de se rendre compte de ce qui a marché ailleurs et ce qui pourrait marcher chez nous. Parce qu'il n'y a aucune solution préfabriquée. Chaque capitale a sa façon de fonctionner et chaque capitale devrait avoir sa façon de gérer ses déchets. Maintenant, on copie ce qui a marché ailleurs, on l'adapte à notre réalité et pourquoi pas. Aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent carrément réduire les déchets parce que à un moment, le gouvernement camerounais a pris le taureau par les cornes en interdisant, par exemple, les emballages non biodégradables. C'était une très belle initiative. Imaginez, moi j'habite dans un quartier où, avant d'entrer au quartier, tu t'arrêtes devant une grande surface. Et ça, tu le fais tous les jours. C'est un nouveau plastique que tu prends. Ce sont des plastiques, les environnementalistes vous diront, il faut 3000 ans pour que ces plastiques-là puissent disparaître. Mais on en achète tous les jours. À un moment, on avait interdit, le gouvernement avait interdit. Voilà déjà. L'usage, n'est-ce pas, de ces plastiques-là. Quand nous, on était enfants, moi j'ai grandi dans un Yaoundé où l'eau minérale était un luxe. Du coup, ça réduisait le nombre de bouteilles en plastique. D'ailleurs, on les recyclait avec beaucoup de plaisir. Les nantis pouvaient les avoir. Nous autres qui n'étions pas nantis, on les prenait, on les lavait, on mettait l'eau pour mettre dans le frigo et tout. Aujourd'hui, l'eau minérale n'est plus un luxe. Vous avez une bouteille d'eau minérale à 250 francs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la bouteille qu'on vous vend après? C'est ça le problème. Comment les autres ont réussi à gérer ça? Vous voyez des eaux minérales, par exemple, de luxe, qui ont choisi comme ça, par exemple, des bouteilles cassables, recyclables. Voilà autant de solutions que, durant ce colloque, ils vont s'asseoir et ils vont siéger, se pencher dessus pour pouvoir nous trouver une solution qui va être profitable pour tout le monde.
Donald Zan, sauf si vous êtes déjà communicateur. Ben non, je ne suis pas communicateur, pas du tout. Mais puisque vous avez déjà certainement, vous envisagez déjà les solutions je me projette. En tout cas, vous vous projetez, c'est une bonne chose. Nous allons, avec vous, hein, monsieur Boris Afanié, constater, certainement il y aura le regard de l'économiste, mais quand même cela a été longtemps décrié. Comment comprendre qu'à un certain moment, que Yaoundé se retrouve dans cette situation-là? Pas seulement Yaoundé, d'autres villes, parfois aussi Douala et autres grandes métropoles. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Vous n'êtes peut-être pas agent du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, mais quand même, l'on peut se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on peut le dire trivialement? Ok, merci bien. Ce qu'on voit dans nos routes, on ne sait pas l'entreprise qui est chargée de nettoyer, de mettre les poubelles à vide. On ne sait pas si c'est là où le problème sort. Bon, ce n'est pas le fonctionnement de l'entreprise. Donc, à ce niveau, on constate que les rues de Yaoundé étaient tellement saturées avec la saleté, comme mon compagnon disait tantôt. Il y a ceux qui s'est filmé déjà pour mettre sur les réseaux sociaux. Bon, ok, moi, je vais beaucoup plus m'attarder sur le communiqué de nos ministres qui nous dit que les déchets, on va prendre les déchets comme une richesse ou opportunité du développement. Ok. À ce niveau, nous constatons qu'il y aura beaucoup des opportunités, des menaces et des forces et des faiblesses. Bon. Quand les ménages vont constater que la poubelle est une ressource qu'on peut transformer en bien et service, est-ce que réellement on aura encore aussi ces poubelles à la portée du ministère? Donc il y a plusieurs problèmes, plusieurs questions qu'on peut se poser à ce niveau. Donc d'après moi, c'est une bonne chose, mais nous devons aussi bien expliquer ce qu'on appelle état généraux de l'assainissement pour les mamans qui sont au village. Oui, nous allons le faire. États généraux sur la gestion des ressources en déchets humains. Non, le problème ici, vous savez, mettre tout le thème, pour mettre tout le thème, ça nous cause problème. On met quelque chose qui peut englober peut-être cela, et vous allez donc étape par étape en ce qui concerne ces mots-là. Oui, alors, je suis tenté, nous n'allons pas refaire hein, l'histoire, ou alors revenir, pourquoi est-ce que Yaoundé a été sale, pourquoi est-ce que... Mais nous nous interrogeons, nous projetons sur, n'est-ce pas, ces états généraux. Vous dites Yaoundé a connu donc des moments difficiles, se retrouvant, n'est-ce pas, dans la poubelle. Il est question que pas seulement Yaoundé, mais que tout le Cameroun ne se retrouve plus, que toutes les villes du Cameroun ne se retrouvent plus dans cette situation. Qu'est-ce qui est envisagé? Exclusivement ces déchets-là, et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui est en vue, n'est-ce pas, de réaliser pour que l'on ne se retrouve plus dans cette situation? Non, écoutez, vous ne pouvez pas vous projeter si vous ne faites pas un constat. Vous ne pouvez pas dire je vais faire ceci sans chercher à savoir pourquoi vous êtes tombé. Donc forcément, il faudra faire un diagnostic franc et partagé de tous les acteurs parce que c'est une situation qui nous interpelle tous. Il sera d'abord question de faire un état des lieux du système de gestion des déchets actuels qui a montré les lacunes, tant sur le plan institutionnel que technique et même financier. Il faudra donc faire cet état des lieux, avoir une compréhension partagée, un diagnostic partagé, afin que les solutions puissent être dégagées et priorisées. Parce qu'on peut dire, on peut avancer toutes sortes de solutions, mais il faut bien qu'on aille étape par étape. Ensuite, il va falloir identifier les initiatives et les projets matures en termes notamment de valorisation. Parce que c'est une question qui est très importante. Vous voyez très bien pourquoi on parle de ressources en déchets humains, en déchets urbains. Parce que les déchets, ça peut constituer la matière première pour d'autres produits. Il y a des projets qui sont certes embryonnaires au niveau de certaines initiatives qu'il faudra très bien identifier et voir comment accompagner cela. Il faudra sortir de là avec une feuille de route parce qu'il n'est pas question de faire des états généraux pour les faire.
Il s'agit qu'au lendemain des États généraux, qu'on sache très bien qu'est-ce qu'on fait à court terme, à moyen et à long terme. Et enfin, mettre en place la structure qui sera chargée du suivi, de l'évaluation et de la coordination. Voilà un peu les 5 objectifs de ces États généraux. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé a choqué plus d'un. Je pense que les co-panélistes sont revenus sur ce qui pouvait, ce que ça pouvait ramener en termes d'image pour notre pays, alors, qui n'intéresse personne. Oui, alors, puisque vous avez voulu que l'on s'attarde un peu sur le diagnostic, pourquoi est-ce que l'on s'est retrouvé avec ces immondices à travers la ville de Yaoundé? Qui fait quoi? Qui doit faire quoi? Parce que le Premier ministre s'adressait à l'ensemble du gouvernement. Et dans ce gouvernement, on retrouve plusieurs ministres qui sont de près ou de loin à la charge, n'est-ce pas, de la propriété de la ville. Mais nous avons également les maires des villes, nous avons les maires d'arrondissement. Et comment, à qui la faute? Pourquoi est-ce que l'on s'est retrouvé à ce niveau-là? Si on peut d'abord faire ce diagnostic, peut-être pour mieux se projeter. Très bien. Je pense que c'est quelque chose qu'il est important de relever. Nous avons, disons, fait un choix de gouvernance pour notre État, c'est celui de la décentralisation. Et le législateur a voulu le traitement à la décharge, qui relève cette fois-là de la communauté urbaine. C'est un peu le schéma fixé. Alors, retour sur ce plateau pour la suite de cette émission. Alors, Monsieur Amadou, je rappelle que vous êtes délégué régional au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Vous parlez donc pour le centre. Quand vous délégué régional ou délégué du centre, qu'est-ce qu'on voudrait comprendre? Délégué régional de l'habitat et du développement urbain du centre. Du centre. Ok. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous posais la question de savoir. Alors, nous avons eu ces immondices-là. Le Premier ministre s'adressant à l'ensemble du gouvernement, on se pose la question, qui doit faire quoi? Lorsque nous avons non seulement les membres du gouvernement, nous avons également le maire de la ville, nous avons les autres maires, et on parle de la décentralisation. Comment comprendre que l'on se retrouve à ce niveau et qui doit faire quoi? Comme je disais tantôt, il est important de relever que le législateur a voulu que cette question de salubrité soit adressée au niveau local par les collectivités territoriales décentralisées. Dans le schéma de la ville de Yaoundé, où il y a une communauté urbaine, les communes d'arrondissement sont chargées en amont de la précollecte. La précollecte consistant à aller vers les ménages, collecter les déchets pour les reverser au point de rupture, que sont les bacs à ordures. Oui. Et à partir de cet instant, commence la collecte, le transport et le traitement à la décharge qui relèvent de la communauté urbaine. Ce sont des compétences exclusives, c'est-à-dire que le législateur n'a donné cette compétence à aucune autre administration, même pas un ministère. Maintenant, quand la situation est critique, on est dans un pays gouverné, il y a un gouvernement qui répond. Ces maires-là savent que cela relève de leurs compétences? Bien sûr, quand vous candidatez pour être maire, vous avez le job description. Donc, et puisque nous sommes dans la décentralisation, c'est effectivement. Est-ce que, pour beaucoup, ils estiment qu'ils n'ont pas le nécessaire pour peut-être mettre cela en œuvre? Non, ils ont tout d'abord les instruments juridiques, c'est-à-dire que le pouvoir institutionnel. Oui. Ils ont des ressources que l'État central transfère. Je dois vous dire que jusqu'à récemment, les factures des sociétés chargées du ramassage des ordures étaient payées à 85% par le ministère des Finances, la collectivité n'assurant que 15%. Les contrats sont signés entre la communauté urbaine et ces entreprises. Donc, un maire ne peut pas dire que je ne sais pas ce que j'ai à faire là-dedans. Ça, c'est quelque chose de classique, même avant que nous nous dotions
du schéma institutionnel actuel de la décentralisation. Les communes étaient toujours les maîtres d'ouvrage. Monsieur le délégué, entre le maire, par exemple, de la ville de Yaoundé et le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, est-ce que ça se passe bien? Puisque lorsque nous suivons les différentes sorties des uns et des autres, c'est comme s'il y avait un souci entre, n'est-ce pas, les deux, le ministère et la mairie de Yaoundé. Il n'y a même pas à savoir si ça se passe bien ou pas. Vous avez un département ministériel qui part au nom d'un gouvernement, et puis vous avez une collectivité territoriale dont l'une des missions est de veiller à l'application des règlements sur son territoire. Ça, c'est que des actes réglementaires du gouvernement. Donc il n'y a pas à chercher à mettre les deux sur la même balance. Non, je pense qu'il peut y avoir un moment donné, lorsque le ministre qui est responsable du secteur constate que des choses ne marchent pas bien, d'interpeller la collectivité qui est chargée au quotidien de mener à bien ces missions-là. Rien de plus. Donc, je crois que jusqu'à présent, ce sont des relations normales entre un département ministériel responsable d'un domaine précis et une collectivité, donc justement la mission de la mise en œuvre de la politique gouvernementale sur le territoire. Donald Zan, à votre vision, c'est une question de décentralisation, si nous comprenons très bien le délégué. Le délégué est carrément en posture d'enseignant, parce que j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup et je pense que l'amalgame qu'il y a parfois au niveau de la confusion des prérogatives est dû à l'ignorance de qui doit faire quoi. Lorsque les populations sauront qui est compétent pour faire X ou Y, cet amalgame-là va fondre comme la neige au soleil. Parce que lorsque Yaoundé est devenue cette ville adipeuse, cette ville qui ne sentait pas du tout bon, cette ville que nous tous avons détestée, il y a même des confrères qui, prouvant au monde entier leur immaturité ou bien leur peu de maîtrise de la chose, avaient carrément fait des titres ciblés sur Madame Célestine Ketchakota. Je sais que cette fois encore, vous allez me soupçonner d'être son communicateur. Que nenni, je commente l'actualité et les faits. C'est la vie d'un citoyen lambda. Bien sûr, je commente l'actualité et les faits. J'ai vu des titrailles où on mettait la ministre et on disait la belle poubelle pour dire que c'est Madame la ministre qui est comme ça, tributaire de la situation que vivait Yaoundé. Maintenant, celui qui est en train de nous écouter et qui va apprendre, parce que on nous l'a tous dit, lorsque vous venez dans un débat avec un doute sceptique, vous allez repartir comme vous êtes venu. Mais si votre doute était méthodique et que vous voulez qu'on vous convainque par des arguments et des exemples, eh bien, à la fin d'un débat, on part toujours plus intelligent lorsqu'on a l'esprit ouvert. Aujourd'hui, on sait qui doit faire quoi. Ce sont les mairies qui sont censées œuvrer pour la propriété de la ville. Et même avant que monsieur le délégué ne le dise, vous n'avez qu'à parcourir la ville de Yaoundé. Même quand on vivait cette façon, cet état chaotique, il y avait des communes où c'était de moindre envergure. La commune dans laquelle j'habite, par exemple, Yaoundé 5e, je salue d'ailleurs le maire Augustin Bala, je peux vous dire que là-bas, c'était gérable. C'était gérable parce que là-bas, il y a un service de tricycle qui transporte les déchets. Du coup, on n'a pas eu de route barrée à Yaoundé 5 à cause des poubelles gargantuesques. Mais dans d'autres communes, par exemple, on l'a vécu. Déjà, on pouvait comprendre que X fait ceci que Y ne fait pas. Je ne suis pas là pour ternir un maire, mais ce que je pense, c'est qu'il faudrait éduquer les Camerounais. Que les Camerounais sachent qui est compétent pour faire quoi. Et là, lorsqu'il y aura blocus, on saura vers qui légitimement on doit lancer les flèches ou vers qui légitimement on doit se retourner pour demander des comptes. Ok, je pense que, monsieur le délégué, c'est peut-être ce que nous, les médias, demandons à vous autres, aux différents ministères, de faire, de communiquer. Et vous voyez qu'en communiquant, beaucoup de gens comprennent de quoi il est question. Jusqu'à tous mes voisins, tous les amis, nous on savait que s'il y a la ville est sale, cela dépend, n'est-ce pas, c'est la faute du ministre. Et parfois on peut dire
du maire, ou alors de la grande mairie de Yaoundé. Vous êtes lourdement trompé. Ah, peut-être je la vois à moitié là. Alors, Monsieur Afani, il y a quand même une société qui s'occupait déjà de ce transport ou de ce nettoyage-là, Isacam. Peut-être, Monsieur le délégué nous dira quel est le contrat d'Isacam, où en est-on, mais quand même on a constaté que Isacam n'était plus sur le terrain. Ok. Nous avons constaté qu'Isacam était plus sur le terrain, ça fait il y a pendant longtemps, mais depuis un bon bout, on voit Isacam passe difficilement. Donc quand il passe de fois... A recommencé à passer difficilement. De fois, oui. Quand il passe, c'est comme si c'est l'anniversaire. Parce que les voisines, tout le monde cherche ses enfants. Voilà Isacam qui passe, passer avec la poubelle. Sinon, on va encore faire 1 ou 2 semaines. C'est comme ça. Donc, c'est comme une chance quand Isacam passe dans un quartier. Donc, on veut vraiment que tout revient à l'ordre. Mais beaucoup d'entre nous, beaucoup vont accepter quand ils vont voir comment on parle de l'état général de l'assainissement là pour mettre Yaoundé en pro. Il faut vraiment que ça commence. Et beaucoup de gens vont accepter. Pour l'instant, d'autres n'acceptent pas. Vous restez sceptique? Oui. Parce que votre lecture, c'est comme si je suis Thomas, j'attends voir. Oui, il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui attendent voir. Vraiment, si ça va se réaliser. Et si ça se réalise, c'est une très bonne chose. Et ça va vraiment beaucoup. Monsieur le délégué, nous avons quand même Isacam qui s'occupait de ce travail-là. Mais du coup, nous ne voyons plus Isacam. Et le doigt est pointé à la communauté urbaine, au maire de Yaoundé, où on estime que c'est le maire, et le maire qui estime que c'est le ministre ou alors le ministère de l'urbanisme et de l'habitat. De quoi est-il question? Pourquoi Isacam disparaît subitement de la circulation et réapparaît d'une manière périodique dans certains coins? Non, d'abord, je ne pense pas que le maire puisse estimer que c'est le Mindu, non. Peut-être c'est une... Alors, vous voyez Isacam. En fait, il y a même plus. Il n'y a pas que Isacam. Il y a 2 entreprises sur la place de Yaoundé. Il y a Isacam, il y a Tiklof. Tiklof qui s'occupait spécifiquement de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3. Damas, Terre Rouge et Obobogo. Là où vraiment on trouvait... Vous citez vraiment ces quartiers-là? Oui, je les connais. Les téléspectateurs nous regardent. Hein? Oui, je les connais parce que... Sur les images voilà. de Terre Rouge et autres là, il y a cela quelques semaines. Non, je veux juste vous faire comprendre qu'au-delà d'Isacam, il y avait Tiklof. Et il y a Tiklof. Il y a 2 entreprises. Je pense qu'on est... Isacam, c'était un par ancienneté, on sait que c'est... Pourquoi on ne les voyait plus, les 2 en fait? Tout simplement parce que ces 2 entreprises viennent de passer plus d'1 an sans contrat. Sans contrat, donc sans marché, donc sans mandat pour enlever les déchets. C'est de ça qu'il est question. Oui. Voilà. Et le contrat, ces sociétés doivent signer le contrat avec qui? Avec le maire de la ville. Le maire de la ville. Je vous ai dit que c'est une prérogative exclusive de la communauté urbaine. Les entreprises ont donc passé tout ce temps sans contrat. Isacam aussi, c'est avec... Bien sûr, les 2 entreprises. Les 2 entreprises. Je vous dis que la question de la gestion des déchets est une question de gestion locale, au niveau des collectivités. Il n'y a pas 2 acteurs à qui le législateur a donné mandat sur cette question. Donc, pour revenir à ce qu'il disait, il les voyait sporadiquement, parce que malgré qu'il n'y ait pas les contrats, sous la pression de Madame le ministre, ces entreprises étaient obligées d'assurer un service que je dirais minimum. Grâce à l'accompagnement du Mindu, en soutien en termes de carburant, en termes d'un accompagnement. Monsieur le délégué, là on ne comprend donc pas véritablement quelque chose que doit faire le maire de la ville, mais que plutôt c'est le ministre qui prend en charge, n'est-ce pas? Mais vous dites que pendant 1 an, ces sociétés ont fonctionné sans contrat. Sans contrat. Oui. Donc ça veut dire que sans mandat
d'exercer ces prestations. Alors, les finances, d'où sortent les finances? Sans contrat, donc, ça veut dire sans paiement. Alors, les paiements ou alors le financement? Non, le schéma de financement. Voilà. Généralement, c'est 85% du MINFI, 15% de la collectivité. Mais on ne paye que sur la base de décomptes issus d'un contrat. Donc, si vous n'avez pas de contrat, vous n'attendez même pas de financement. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Voilà pourquoi la machine était grippée. Et le ministre de l'Habitat et du Développement urbain responsable des villes, comme il disait, ne peut pas rester dans l'inaction à réquisitionner les engins de ces entreprises pour les faire fonctionner sur la base d'un service minimum qui a quand même aidé à ce que tous des centaines de tas d'ordures qu'on avait sur nos rues puissent être dégagés. Mais la crise est passée. Ces entreprises sont de nouveau véritablement, pour qu'on avance, je voudrais comprendre, si vous nous le dites, nous sommes là en plein direct, vous nous dites que la crise est passée. Oui, je crois que nous tous... Avec le maire de la ville, le ministre de l'urbanisme... Non, pas dans ce sens. Je parle de la crise des déchets, qui avait pour conséquence les rues bloquées et autres. Aujourd'hui, on n'a plus de rues bloquées. On a les entreprises qui ont eu des contrats, qui sont en train de se relancer. Et je pense que c'est de cette crise que je parle. Il n'y a pas de crise entre le ministre et autres. Non. Quand je dis, c'est pour dire que les sociétés ont désormais le contrat et peuvent maintenant travailler. Se déploient. Et que le chemin du financement ne sera plus bloqué. Oui, on a espoir. Ça fait partie d'un point clé des États généraux. Il faut trouver des financements durables. Parce que qui dit paiement par le Trésor public, ne serait-ce qu'en partie, même pas la recette municipale, qui fonctionne en termes d'unicité de caisse, vous comprenez qu'il peut toujours avoir des retards de paiement. Or, nous sommes dans un domaine à flot continu. Les déchets, vous les enlevez aujourd'hui, ça se reproduit, il faut les enlever. Donc, ce n'est pas compatible avec des contraintes de paiement que nous avons aujourd'hui pour les prestations de marché public. Donc, c'est des choses qui seront remises sur la table lors des États généraux. Ok, Donald, on peut donc dire que on peut espérer, même comme M. Afane reste sceptique, on peut espérer que désormais, Yaoundé ne va plus respirer la mauvaise odeur ou alors ne va plus suffoquer, mais quand même, il faudrait donc mettre sur pied cette véritable décentralisation. En tout cas, il faudrait qu'il y ait une boussole. Il faudrait qu'il y ait une feuille de route. Il faudrait qu'il y ait un modus operandi. Il faudrait qu'il y ait des process connus de tous pour que Yaoundé ne se retrouve plus là. Dire que Yaoundé ne va plus se retrouver là, tant que c'est, comment dire, c'est une chaîne de responsabilité et que chaque rouage doit fonctionner à merveille pour qu'on ne se retrouve pas là. On a parlé d'Isaac tout à l'heure. On aurait pu lyncher les employés d'Isaac dans un quartier et pourtant les gars faisaient carrément du bénévolat pendant 1 an. Lorsqu'on les voyait sporadiquement parfois dans nos quartiers et que les mamans commençaient à crier au quartier, moi je connais même des gens qui les ont insultés. Ils ont pris des insultes. Vous venez après combien de temps? L'employé d'Isaac, est-ce qu'il va garer sa voiture pour t'expliquer les raisons pour lesquelles il ne passe plus avec la fréquence que tu connaissais d'antan? Donc au moins ces états généraux, ça sera comme ça une sorte de livre de chevet pour la ville, pour les communautés territoriales décentralisées, même pour le MINDU. Ça sera comme ça une espèce de fondation pour bâtir la propreté et l'assainissement des villes modernes qu'on aimerait avoir, des villes propres qu'on pense tous, dont on rêve tous, parce que là au moins on saura qui fait quoi, on saura comment on fait, parce que le délégué a parlé de quelque chose tout à l'heure. Les ordures, les immondies, c'est pas quelque chose qu'on enlève, on s'en va jeter et demain il n'y aura pas. Si on vit, il y aura toujours des déchets.
Maintenant, il faudrait qu'on trouve dans un cycle pour que ces déchets-là ne soient plus encombrants, mais soient plutôt une opportunité. Il y a des petites sociétés, ça commence d'abord par le recyclage. On ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Il y a des produits biodégradables qui peuvent nous servir d'engrais naturels. Mais pour que ce soit comme ça, on devrait éduquer les populations et dire aux populations, dans la poubelle jaune, mets plutôt ça. Dans la poubelle verte, mets plutôt ça. Parce que quand tu mets ça dans la poubelle verte, on peut la transformer en engrais. Et ces déchets-là deviennent du compost qui vont permettre à ceux qui font dans les produits maraîchers d'avoir un engrais propre qui ne pollue pas et qui n'est pas cancérigène, comme la plupart des engrais chimiques qu'on nous bourre dans les plantes aujourd'hui. Maintenant, il y a des objets à recycler, les piles par exemple usagées, les batteries de téléphone. Tout ça, c'est une école. Et moi, je pense même que dans ces états généraux-là, il faudrait qu'on invite sur la table le ministère de l'enseignement de base. Parce que si déjà on inculque, si on inculque aux enfants, déjà dès leur bas âge, des règles de recyclage, ces enfants vont rentrer à la maison avec ça dans leur cerveau. Et vous savez que nos enfants parfois nous donnent de très bonnes leçons. Non papa, on ne jette pas là-bas parce que ça c'est comme ça. Non papa, si ça devient une matière à l'école, c'est une génération qui va grandir. Parce que disons-le, Yaoundé, selon comment dire, les urbanistes souffrent de ce qu'on appelle macrocéphalie. C'est une ville qui n'arrête pas de s'étendre. Aujourd'hui, Nkwabang, c'est un quartier de Yaoundé. Nkwabang, c'est dans la Meufou Famba. Et plein d'autres quartiers comme ça. Bientôt, on sera en Bankomo. Bankomo même, moi je connais des gens qui quittent Bankomo tous les matins pour venir travailler à Yaoundé. Je connais des gens qui quittent Obala pour venir travailler à Yaoundé. Obala qui est pourtant le département de la Léké. Donc maintenant, il faudrait quoi? Pour nous, je ne peux pas dire que c'est déjà passé. Mais on appartient à une époque qui est presque révolue. Ce qu'on peut encore sauver, ceux qui doivent grandir avec ces règles de civisme-là, pour que les ordures soient une opportunité, ce sont nos enfants. C'est à eux. Et on ne saurait faire une feuille de route pareille sans penser à ça. Si déjà dans les lycées, on montre le recyclage, quand tu manges ton bout de pain, il est fini, tu le jettes plutôt là. Mais si ton stylo est gâté, tu ne peux pas le mettre dans la même poubelle que le bout de pain. Parce que le bout de pain, lui, on va le recycler. Le stylo, c'est du plastique. Et tout. Si on fonctionne comme ça, vous verrez à un moment, en Allemagne par exemple, le recyclage commence dès la maternelle. Et le Cameroun n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Il suffit de s'adapter et de faire comme on a vu ailleurs, avec nos usages et nos mœurs et les moyens qu'on a. Et ça va marcher. Alors, peut-être avant de revenir et sortir avec le délégué, M. Afane, nous on annonce, n'est-ce pas, les états généraux en ce qui concerne les déchets et autres. Quelles sont vos attentes, particulièrement peut-être, cela pourrait enrichir ce que on a commencé à préparer de l'autre côté? Ok. Nos attentes à ce niveau, c'est qu'on voudrait d'abord bien connaître que, parce qu'à ce niveau, on constate que les déchets il y a une matière première. Et une matière première qui donne un produit fini ou semi-fini. Qu'est-ce que ces déchets vont nous produire? Qu'est-ce que ces déchets vont donner en termes de produits fini ou semi-fini? Voilà nos attentes. Ok. Maintenant, par rapport à l'éducation, comment est-ce que... Parce que ça serait difficile pour que les ménages classent les ordures par ordre. Parce qu'on voit d'abord souvent, il y a le bac ordures, il verse au sol. Comment est-ce qu'on peut donner les enseignants que ce type d'ordures, il faut verser ici, ici, par catégorie? Moi, je constate que ça serait très difficile. Maintenant, quand la société chargée de mettre la propreté va arriver, la société elle-même peut commencer maintenant encore à mélanger et ça devient maintenant très compliqué lorsque ça va arriver à l'usine de transformation. Donc il y a les opportunités, les menaces et les forces et les faiblesses, il faut analyser tout ça. Donc vraiment, on aimerait aussi connaître quels sont même les produits que ces déchets vont nous donner. Ok. Ça peut aussi quand même aussi galvaniser les ménages. Merci. Normalement Merci M. Afane, décidément sceptique. Hein? Vous savez, c'est une question de volonté. Peut-être j'essaie de répondre en tant que citoyen. Lorsque vous voulez mettre la propriété chez vous, vous allez mettre cette propriété-là. Mais si vous voulez rester dans peut-être l'insalubrité, ce sera toujours cela. Donc, comme disait Donald tout à l'heure, c'est une question peut-être dès la base, à l'école primaire,
quand on enseigne aux enfants, voici comment faire. Je vais vous dire, ici, nous on a connu, j'ai fait l'école primaire catholique, et nous avions toujours, dès que vous entrez à la première leçon, c'était cours de civisme. C'était cours de civisme. Un jour, vos parents vous parlent peut-être du lavage de main, du bonjour, de la politesse. Et nous avons grandi avec cela, avec ça. Ce qu'on n'observe plus aujourd'hui, je pense que cette proposition de Donald, monsieur le délégué, peut-être à mettre aussi non, je pense dans le programme. C'est quelque chose de très important. Hein. C'est dans le pipe. Il y a une question de mindset. C'est-à-dire que l'état d'esprit des populations aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour nous, c'est un champ d'expérimentation du concept de 4P, très cher à Madame le ministre, partenariat public-privé-population. La gestion des déchets répond à ce concept-là. Si un des acteurs qui n'est pas up to the task, ça ne marche pas. Population d'abord, qui a déjà un rôle de producteur de déchets. Il a dit que ces déchets, c'est nous qui les produisons. Il faut changer de mentalité. Comment pouvez-vous justifier que quelqu'un porte son seau de déchets, va sur une route bitumée ou un trottoir en béton et a le courage de déverser là-dessus? Parfois, on voit l'enfant qui grandit en pensant que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, c'est là où l'éducation sera très importante. Tout à fait. Et l'encadrement des populations, c'est quelque chose de fondamental. Vous avez constaté, il a dit que quand vous faites le tour de 7 communes, il y a des communes où pas de bac, pas de tas d'ordures. Mais dès que Isaac klaxonne, tout le monde sort. Parce que le maire a su encadrer les populations pour que les gens comprennent que la question des déchets, chacun doit faire sa part. Je dois rappeler, hein, peut-être qu'on l'oublie souvent, la loi 4 de l'environnement dit que celui qui produit des déchets, les déchets est responsable de son élimination. Le principe pollueur-payeur. Ça, peut-être on l'oublie souvent. C'est-à-dire que nous sommes responsables de l'élimination des déchets que nous produisons. Ce n'est pas parce qu'il y a un service public de ramassage, de collecte, de traitement qu'on doit l'oublier. Donc chaque partie doit faire sa part, à commencer par les populations. D'où la nécessité de les encadrer, que ce soit au niveau des collectivités, dont c'est l'une des missions, ou alors étendre pour les générations futures, au niveau même, comme il disait, des enseignements, que ce soit secondaire ou d'éducation de base. Aujourd'hui, vous avez l'initiative de Madame le ministre qui a lancé depuis 5-6 ans déjà ce concours ville propre, où parmi les critères, on note l'école publique la plus propre, le marché le plus propre, les hôpitaux les plus propres. Tout ça, quand je suis responsable d'un établissement scolaire hospitalier, je sais que je serai noté, personne n'aimerait être l'école la plus sale. Même si ce n'est pas au programme classique, je suis obligé d'inculquer à mes élèves la notion de propreté. Donc, c'est quelque chose qui est parmi les attentes fortes de ces États généraux. Comment on formule tout cela pour que tout le monde... Et c'est pour ça que ces États généraux, vus sous l'angle inclusif et participatif, doivent arriver à des solutions comme ça, qui ne viennent pas des institutionnels, mais des populations également, pour que chacun s'engage à les mettre en œuvre. Je reviens à vous tout à l'heure pour le mot de fin. Le temps pour nous de prendre quelques réactions. Bonsoir à vous sur le plateau. Pourquoi vous ne parlez que de Yaoundé? La région du centre est pourtant très grande et mieux encore le Cameroun. C'est monsieur Nambel qui nous écrit. Il estime que nous accentuons le débat sur Yaoundé. C'est un exemple c'est un exemple pour parler également des autres villes. Oui, donc il faut dire que... Mais il faut dire que ces États généraux ne concernent pas exclusivement Yaoundé. Et je vous ai dit qu'il y avait une phase préparatoire qui a commencé le 15 et qui s'achève le 30, qui est destinée à recueillir les contributions de toutes les populations dans les régions. La région du centre aura sa concertation préparatoire le 29 au cercle municipal sous la présence du gouverneur de la région du centre. Tous les préfets ont été invités, les maires ont été invités,
les présidents des comités de quartier ont été invités, donc toutes les forces vives sont attendues pour que on n'ait pas des solutions, comme il disait, préfabriquées, où personne ne s'y reconnaîtra. Okay. Il faut que ce soit des solutions qui viennent de la base et Okay. qui doivent être bénéficier du soutien de tous pour la mise en œuvre. Ok. Autre réaction, moi je propose qu'on réintègre les cours d'hygiène dans les établissements scolaires. Mais la personne n'a pas signé. Autre réaction, bonsoir Info TV, au présentateur, j'apprécie votre veste. Bonsoir également, merci. Bonsoir également à tout le panel concernant la thématique de ce soir. Je dirais tout simplement que le Cameroun est au bord du gouffre. C'est vraiment inédit de parler de poubelles dans un pays comme le nôtre. Ces gens qui nous dirigent ne savent plus quoi faire. Il est temps que les Camerounais se réveillent, à chacun sa carte électorale. Mohamed depuis Batouri. Bonsoir à vous, hein, Mohamed. Merci également pour votre participation. Monsieur Thomas Massok nous écrit, hein, il nous dit: ouais, mon petit arrière-beau-fils, j'ai cru que tu t'es retrouvé embourbé dans d'immenses monticules de déchets de la cité Ongola et Ondo. Très content d'en parler, mais ce qui mérite, c'est le slogan creux et pompeux, états généraux. De par le passé, on en a parlé comme à l'éducation et autres institutions en termes de besoins chez les concitoyens dont j'en fais partie. Où en sommes-nous avec les bilans? Ce monsieur en studio peut-il nous parler des actions et plus tard des perspectives? Appelé, la finalité se trouve dans la satisfaction biologique, états généraux, une illusion qui empoisonne le développement. Thomas Massok, monsieur le délégué. Oui, Thomas Massok, c'est un habitué. Donc, vous le reconnaissez. On comprend que il y a beaucoup de... C'est même un Thomas. Donc c'est normal que Thomas veut toujours voir avant de croire. Non, ouais. Je pense que la différence avec ce que nous allons organiser avec peut-être deux états généraux, je n'ai pas compétence pour en parler, c'est que nous sortirons de là avec une feuille de route et nous sortons fraîchement d'une situation qui a traumatisé tous les Camerounais. Vous ne pouvez pas imaginer... Vous y compris? Bien sûr. Je suis un citoyen. Vous avez quand même vu ces immondices-là je suis un citoyen en allant au travail. Je suis un citoyen camerounais, je réside à Yaoundé. Tout ce que vous voyez à Yaoundé, je le vois. Oui. Et vous ne pouvez pas savoir l'engouement qu'il y a à l'extérieur pour les États généraux. Au niveau de la région du centre, ce matin, dans mes locaux, il y avait une sorte de concertation préalable où des professeurs d'université, des présidents de comité, les ONG sont venus. Chacun veut exprimer sa façon de comprendre la question et les gens sont prêts à contribuer. Moi, je pense qu'il ne faut pas être sceptique, il faut donner la chance. J'aimerais que M. Thomas Massok vienne à ces États généraux, se faire entendre, dire ce qu'il pense de la question. C'est trop facile comme ça de dire non, on ne fait rien, mais venez, c'est une question... Il s'est appuyé sur les récents... les autres États généraux. Non, vous savez qu'en début... Mais peut-être pas... En début d'émission, vous avez dit que parfois, les administrations ne communiquent pas assez. Qu'il aille auprès des organisateurs. Certainement, il y a des réformes qui se passent. Il oublie de faire le lien avec ces États généraux passés. L'État a cette posture où les choses peuvent paraître lentes à un moment donné. Mais lorsque c'est conçu sur du dur, sur du solide, notamment lorsque c'est de manière participative et inclusive, on finit par mettre en œuvre. Ok. Alors, peut-être l'autre message avant de sortir. Bonsoir, très belle émission. Pour une fois, on assiste à une émission pédagogique loin des bruits que les politiciens nous servent souvent. Bravo aux modérateurs. C'est à Djomon depuis Niété. Merci à vous pour avoir des émissions de qualité. Il faudrait aussi avoir les personnes qui vont accepter venir en studio. Généralement, c'est difficile. Donald peut
en sait quelque chose. On sait quelque chose. Pas facile. Pas facile, c'est pas facile. Vous dites à quelqu'un, c'est pour votre bien, venez, nous allons faire même de la communication et non nos débats. La personne vous dit pas du tout. Alors, monsieur le délégué, nous allons sortir véritablement de ce sujet. Les états généraux, qu'est-ce que l'on doit véritablement attendre à l'issue? Parce que, comme disait Thomas Massoc tout à l'heure, oui, il y aura les états généraux. Bon, vous avez déjà donné quelques lignes qui seront abordées. Et après cela, est-ce que vous pensez que les choses vont changer? Qu'est-ce qui va permettre aux Camerounais de comprendre que, ou d'être sûr que demain, après-demain, Yaoundé, Douala et autres seront désormais des villes propres? Je pense que la chance des États généraux, c'est que nous allons là vers quelque chose d'inclusif et de participatif. C'est-à-dire que les recommandations, les résolutions ne seront pas dictées par des experts venus d'ailleurs ou bien des institutionnels, mais ce sera des solutions bottom-up qui viendront des citoyens, des acteurs de terrain qui vivent au jour le jour ces difficultés avec la question de gestion des déchets et donc qui seront les premiers ambassadeurs pour la mise en œuvre des solutions retenues. Vous savez que on dit souvent que tout ce que vous faites sans nous, vous le faites contre nous. Cette fois-ci, on veut faire avec tout le monde et donc tout le monde sera responsable de la réussite de notre feuille de route qui sera adoptée à surtout avec les experts. Généraux. Bien sûr, les experts ont leur place, les populations auront leur place. Il faut écouter la population. Bien sûr, on va les écouter, sinon on ne ferait pas les états généraux. Monsieur, si on me donne mon après-midi, je peux vous pondre toutes les solutions. Il disait qu'on n'invente rien. Je peux vous pondre toutes les solutions qu'il faut pour les déchets. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que les solutions soient conçues de manière partagée avec les acteurs. Si on sort de là avec la décision qu'on ne veut plus voir des gens sortir avec les déchets à contre-temps quand ce n'est pas l'heure de ramassage d'aujourd'hui, et que c'est acté par les populations, les comités éducatifs et autres, vous verrez que ça sera plus facile à mettre en œuvre. Mais si vous venez là avec votre bâton de commandement, dit voilà, parfois juste par opposition gratuite, les gens vont s'opposer. Vous avez constaté que sur ce plateau, il n'y a pas de parti politique, même pas le RDPC. Encore que la question des déchets n'a pas de couleur politique. Effectivement, c'est ce que disait le téléspectateur tout à l'heure. Lorsque nous voulons faire un débat constructif, il faut peut-être parfois mettre le politique de côté et essayer d'être objectif. Monsieur le délégué, je crois que d'ici là, vous ferez encore un tour par ici pour nous expliquer jusqu'où vous vous trouvez. Vous avez dit les travaux ont commencé. Et le 6 et le 7? Le 6 et le 7, ce sont les plénières, ce sont les travaux en atelier. En fait, c'est toutes les contributions nationales qui seront mises sur la table et au sortir de là, la feuille de route nationale pour que dans chaque région, on puisse les mettre en œuvre sous la supervision des acteurs institutionnels que sont les ministères, mais sous la conduite toujours des collectivités à qui le législateur a confié cette question de propriété urbaine. Les maires seront invités, tout le monde. Ce sont les acteurs de premier plan. Ils sont même déjà invités, les invitations sont parties déjà. Ok, merci Monsieur Amadou Ngunga, n'est-ce pas, d'avoir accepté cette invitation, mais vous n'allez pas partir, puisque vous allez rester avec nous pour parler du dernier sujet à l'ordre du jour, parce que vous êtes Camerounais, vous supportez également les équipes nationales de football, surtout. Tout à fait. Ok. Mesdames, Messieurs. Nos valeureux lions indomptables. Voilà. À tout de suite pour la suite. Pour donc parler du deuxième et dernier sujet à l'ordre du jour, démission et grève, la FECAFOOT est-elle en crise? C'est la grande question que nous nous posons ce soir. Le constat, il a été fait déjà. Quelques éléments pour vous rafraîchir la mémoire. Quelques secrétaires généraux ont déposé, n'est-ce pas, leur démission. On n'a pas compris pourquoi. Et il y en a d'autres. Il y a Benoît Angwa, n'est-ce pas,
qui a également démissionné tout récemment. Nous avons des grèves, à l'instar, n'est-ce pas, des arbitres qui disent qu'ils ne supportent plus un certain nombre de choses. Il y a tellement beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là. Bambouteuse de Bouddha a jeté l'éponge, estimant que le championnat n'est pas bien organisé. Je suis très loin, n'est-ce pas, de donner tous ces faits-là. Nous avons un analyste sportif sur ce plateau. Donald Zang Manga, que se passe-t-il véritablement au sein du football camerounais? Ce qui est bien, c'est qu'on fait cette émission quelques jours seulement après la Semaine Sainte. Parce que je vais un peu m'appuyer sur la Bible, où lorsque Pilate demandait à Jésus, est-ce que tu es le Messie? Jésus a dit, regarde autour de toi, les aveugles voient, les lépreux sont guéris. C'est dire qu'il y a des situations qui parlent d'elles-mêmes. Poser la question si le football camerounais est en crise, notamment l'instance fêtière qui gère le football au quotidien, c'est un truisme. Et c'est même une vérité de la palisse. Ça, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Le football camerounais va mal, la fédération avec. Même lorsque vous allez dans la buvette de votre quartier. Si vous trouvez une nouvelle serveuse tous les jours, ça veut dire qu'il y a un problème de management. En 4 ans que Samuel Eto'o a la FECAFOOT, il y a eu combien de secrétaires généraux? Chacun de vous, chacun ici connaît ce que c'est qu'un secrétaire général. C'est la tête pensante de toute organisation. Tout à fait. Parce que parfois le président est là à titre symbolique. Le président a juste besoin d'avoir comme ça des technocrates bien aguerris dans chaque système. Il signe. C'est la raison pour laquelle parfois vous entendez les gens dire comment on peut prendre un médecin pour être ministre Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour être ministre, il suffit d'être un bon manager. Parce que ce sont les directeurs, les délégués qui font tout le travail. Vous prenez les technocrates aguerris, vous les mettez à des postes, le président est là pour signer. Et c'est ce que nous, on a cru. Parce que moi, je reste convaincu. Et je fais partie de ceux qui continuent de dire aujourd'hui qu'au vu de son passif, au vu de son pédigré, au vu comme ça de son background et de son CV, Samuel Eto'o n'a pas les rudiments pour être un président d'une fédération. Ça s'apprend. Est-ce que c'est pas assez dur? Ben, je dis ce que... Laissez-moi, grand frère. Allez-y. Grand frère, prêtez-moi l'argent. Mais pour les mots, je suis journaliste comme vous et je manipule l'information sportive au quotidien. Quand je dis qu'il n'a pas les armes pour être un bon président de la FECAFOOT, ça n'a rien de péjoratif. Il n'a pas les armes pour être un bon président de la FECAFOOT s'il n'a pas une bonne équipe qui l'entoure. S'il est entouré de personnes compétentes, eh bien, il sera le meilleur président de la FECAFOOT. Et moi, je vais vous dire, je reste convaincu que Samuel Eto'o avait, comme ça, la chance d'être le plus grand président de la FECAFOOT que le Cameroun n'a jamais eu. Il a pour ça l'aura, il a pour ça le carnet d'adresse, il a pour ça son passé d'ancien footballeur. Mais qu'est-ce que Samuel Eto'o fait lorsqu'il se retrouve devant une difficulté managériale? Eh bien, les réflexes du grand joueur qu'il était remontent à la surface, à savoir, il contourne l'obstacle. Samuel Eto'o a eu comme ça le syndicat des joueurs, des footballeurs qui s'est mis en face de lui avec Jérémy Sorel Nditap. Au lieu de résoudre ce qu'on lui demandait de résoudre, il a contourné pour créer une nouvelle association. Vous avez parlé de la grève des arbitres. Ces affidés aujourd'hui vous disent qu'on est en train de créer une nouvelle association des arbitres. Est-ce qu'à chaque fois, on va toujours dribbler pour passer? Que non. Tout le monde qui s'en va, même les plus fidèles. Vous savez, on a un aîné dans cette corporation qui avait dit que celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. Aujourd'hui, à écouter ces analyses, on se demande s'il a accepté d'être un mécréant. Donc, la Fédération camerounaise de football va mal. Ce n'est pas une institution qui est stable, qui prend autant de têtes. Combien de SG? La fois dernière, on nous a même annoncé la démission de son directeur de cabinet. Et selon certaines informations bien introduites, il a fallu faire du lobbying sous table pour qu'il reprenne ce poste-là. Est-ce qu'on peut faire du football sans des arbitres, Apollinaire? Ce n'est pas possible. L'arbitre, c'est le plus grand joueur au stade. L'arbitre, c'est celui qui décide d'une rencontre. Lorsque les arbitres comptabilisent pour certains 25 matchs sans être payés, c'est logique.
Vous avez parlé du problème de Bamboutos. Comment Bamboutos peut revendiquer à la FECAFOOT le perdième d'une compétition qu'elle a gagnée il y a 3 ans? Même quand on jouait les championnats de vacances dans nos villages. Quand on te donne le trophée, il y a l'enveloppe à l'intérieur. Quelque part du chantage en ce qui concerne Bamboutos d'Ombouda. Il faut rappeler que Bamboutos, lorsque Bamboutos jette l'éponge, Bamboutos est relégable, presque le dernier, n'est-ce pas, de ce championnat. Est-ce pas cette mauvaise performance qui fait en sorte que Bamboutos fait une fuite en avant? Non, je ne pense pas. Bamboutos... Si Bamboutos était premier et se voyait comment il devait être champion. Même si Bamboutos est relégué en 3e division, Bamboutos ne mérite pas l'argent qu'il a gagné. La Super Coupe, est-ce que Bamboutos ne l'a pas gagné sur le terrain? Nous tous on a vu. Bamboutos revendique 50 millions pour la Super Coupe qu'il a gagnée sur le terrain. Bamboutos revendique l'argent de second du championnat. Ils l'ont obtenu sur le terrain. Bamboutos revendique l'argent de dauphin, de finalistes perdants de la Coupe du Cameroun. Ils l'ont eu sur le terrain. Donc, moi, j'ai l'habitude de penser que avant de se plaindre, il faut avoir les mains propres. Il faut avoir les mains propres. Et la Fédération camerounaise de football, qu'on le taise ou qu'on le confesse, le cas échéant avec Bamboutos a aussi sa part de tort. Si la fédération avait fait, je vous ai dit même dans le championnat de mon village, lorsque vous gagnez le championnat, quand on vous remet le trophée, on met l'enveloppe dans le trophée. Vous avez déjà vu ça? Comment quelqu'un peut remporter une compétition il y a 3 saisons? 3 saisons après, il n'a pas encore... Je reviens vers vous tout à l'heure. Je reviens vers vous tout à l'heure. Souffrez. Nous allons prendre quelques réactions. Je ne sais pas si c'est relatif à... Ou alors, si ces messages sont relatifs au sujet. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur le délégué doit savoir que nous ne pouvons pas garder les ordures dans nos maisons. Je crois que c'est pour cela qu'il est là, pour trouver des voies et moyens. Bonsoir à vous, Info TV. Moi, c'est Gustave depuis Berthois. Selon moi, monsieur Étonné a parfaitement raison. Bien sûr, merci à vous. Autre réaction reçue. Très rapidement, nous allons prendre l'autre ici. Bonsoir à vous sur le plateau, monsieur Charles. Les questions d'assainissement est une réalité qui n'est pas encore bien entrée dans nos mœurs, dans nos façons de vivre. Vous avez observé avec moi que l'insalubrité a baissé en moins d'1 semaine, ce qui revient à dire que les autorités compétentes avaient des moyens financiers pour faire, mais ont choisi de laisser les Camerounais sous l'état d'immondice. Nous savons que cette opération coup de poing a une ambition électoraliste, car notre gouvernement ne souhaiterait avoir des bavures sur son chemin lors des élections, raison pour laquelle ils essayent de colmater ça et là les problèmes afin d'avoir une image enjolivée lors des échéances électorales sans véritable mettre sur pied une politique durable du système d'assainissement de nos villes avec une multitude de chaînes de décision en la matière qui ne produisent rien de palpable, mais les Camerounais ne sont plus dupes. Les Camerounais ne sont plus dupes. Ils sauront faire leur choix certainement dans les prochaines élections. Merci. C'est votre droit, mais une fois de plus, nous sommes pour l'objectivité. Monsieur le délégué a dit les voies et moyens, les solutions sont en train d'être trouvées pour que que ce soit non pas seulement le coup de poing pour une période, mais pour une longue période. Nous attendons sa contribution. Vous attendez sa contribution. Ok, faites-nous parvenir votre contribution et ce sera mieux. Rebonsoir. Pour le second
Pour la seconde thématique, le football camerounais n'a pas de problème. Vrai, mais superficiel. Les personnes qui démissionnent, c'est leur droit. Donald ne répond pas à ta question parce qu'il n'est pas sérieux. Le cas de Sam Severin Ango nous parle. C'est Adjomo depuis Niété. Hein? Voilà. Bonsoir à vous. Bonsoir Monsieur Ongba et à tout votre panel. Dire aujourd'hui que la FECAFOOT n'a pas de crise serait n'est pas en crise serait un leurre. Tout va mal dans cette association, mais c'est juste un secteur parmi tant d'autres au Cameroun. Le président de la fédération est juste très mal entouré ou alors n'écoute pas ses conseillers. Il a été un super joueur, mais en tant que dirigeant, c'est compliqué pour lui et c'est une réalité. Je sais qu'il peut faire mieux. Belle émission à vous Thierry de Ndogbon. Hein. Merci à vous Thierry de Ndogbon. Ils sont nombreux, ils vont beaucoup écrire ce soir, surtout pour cette deuxième thématique. Monsieur Afani, je ne sais pas si Donald a répondu à ma préoccupation. Je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Vous êtes un observateur averti. Est-ce que vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Si oui, quoi? Si bien, nous constatons que quelque chose ne va pas. Parce que quand une personne ne peut pas démissionner pour rien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dérange. Bon, je vais un peu surprendre M. Donald. Mais moi, je constate que Samuel Eto'o, c'est un bon président de la FECAFOOT, d'après moi. Oui, d'après moi. C'est peut-être ses collaborateurs qui constatent que les directives qu'ils donnent ne sont pas favorables pour eux. Ils préfèrent donc démissionner. Maintenant, donc, prenons le cas des habits. Là, vraiment, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que les habits ne sont pas payés? Est-ce que c'est M. Samuel Eto'o qui doit venir payer les habits? Je pense qu'il y a l'organigramme de l'institution qui est là. Tout est bien organisé. Il y a la direction financière, ainsi de suite. M. Samuel Eto'o était là pour signer. Bon, est-ce que tout ce qui se pose là-bas comme problème, c'est sur sa tête? Et pourtant, il y a ses collaborateurs qui peuvent aussi vouloir peut-être le saboter. Bon, ça, c'est mon point de vue. Donc, vraiment, quelque chose ne va pas. Si quelqu'un décide de gréver ou de démissionner, c'est parce qu'il ne sent pas aller. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas comme peut-être qui s'attendait. Alors, la faute ou alors l'erreur, ce sont les autres. Samuel Eto'o, c'est la personne qui a sa place et qui mérite d'être là. Puisque bon, quand vous le dites, vous dites que bon, peut-être sont les collaborateurs qui ne sont pas, qui veulent saboter peut-être le président. Bon, les risques sont collectifs, tout le monde, donc ça concerne tout le monde, même le président, mais j'ai dit peut-être. On verra tout à l'heure. Je vous rappelle qu'ils sont nombreux, qui sont en train d'écrire, je ne sais pas comment on va passer, mais je vais lire ce qui est possible. Monsieur le délégué, quand même, en 4 ans, plusieurs secrétaires généraux qui ont posé leur démission. Celui-là qui était votre collaborateur le plus proche récemment démissionne, Benoît Angba par exemple, qui a été fidèle à Samuel Eto'o. Nous avons la grève des arbitres, nous avons un souci au niveau du championnat, jusqu'au niveau des instances internationales, au niveau international, je voulais dire, on estime que enfin, le problème a été posé jusqu'à ce niveau-là, que ce soit au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA, au niveau du TAS, avec un problème des matchs truqués et autres. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, plusieurs présidents de clubs se plaignent. Est-ce qu'il y a un malaise, selon vous? Bon, je pense que la FECAFOOT, c'est une organisation. Et une organisation passe par différents moments. Il y a des instants où tout le monde est d'accord. Et il peut arriver dans des instants où il y a des difficultés
de collaboration, d'où la crise. Parce que comme vous disiez, si dans une structure, le plus proche collaborateur du président jette l'éponge, ça veut dire qu'il y a une divergence certainement de vision. Ça suffit pour parler de crise. Mais lorsqu'on veut vous nommer un collaborateur, on lui présente quand même son cahier de charge. Son cahier de charge. Oui, je veux dire. Il est libre d'accepter ou pas? Ils acceptent parce qu'à ce moment, ils sont confiants, ils sont sûrs de pouvoir faire le job. Celui qui les nomme se dit, j'ai trouvé la personne qui va m'accompagner. Maintenant, il peut arriver qu'à un moment donné, qu'il y ait des divergences insurmontables. Parce qu'il faut dire que c'est des êtres humains qui ont leur personnalité, qui ne sont pas des bénis, oui. Et ça, il faut que ça soit une habitude. Il faut comprendre que dans la vie des organisations, on ne passe pas là. Maintenant, ce qu'il faut juger, c'est la capacité de l'organisation à se relever des crises. Est-ce qu'aujourd'hui, la FECAFOOT a des armes, des hommes, des outils pour faire face à ce genre de soubresauts? C'est ça la véritable question. On est arrivé pour des gens comme nous qui aimons le football, qui avons vu dans notre jeunesse le football amateur, où il y avait des matchs où on allait 50 000 spectateurs, le Canon Dynamo, Canon Union, c'était des fêtes. Vous comprenez? Bon. Aujourd'hui, est-ce qu'on a ça? On n'a plus ça. Nous sommes arrivés à nous confiner à l'équipe nationale. Dieu merci, là, le gouvernement a pris les choses en main et ça a l'air de bien marcher. Donc moi, je pense que la FECAFOOT appartient au club. Il leur appartient de s'asseoir pour voir ce qui ne va pas et de donner des nouvelles orientations. Ce qui est sûr dans la vie d'une organisation, il y a toujours des difficultés, des crises. Maintenant, il faut que l'organisation soit capable de surmonter ces instants-là et avancer. La grande curiosité, c'est que tous les délégués sont presque tous les délégués sont derrière leur président. Récemment, ils ont voulu proroger même le mandat du président à 7 ans. Et pourquoi pas un pas renouvelable? L'on se pose la question, qu'est-ce qui se passe véritablement? Je reviens à vous. Je vous ai dit, on devait avoir 2 autres personnes qui devaient peut-être avoir un autre son de cloche que celui de Donald sur ce plateau. Et certainement, même s'ils arrivent là, nous allons leur passer la parole. Alors, Monsieur Thomas Massok revient, il dit « Samuel a été un joueur talentueux et surdoué. Malheureusement, quand on quitte les pelouses vertes pour le domaine managérial, sans toutefois mûrir des projets et se faire entourer de véritables experts parce que, voulant faire plaisir à ses anciens amis footballeurs qui ont mangé l'argent du football dans la sauce gombo et des lieux de jouissance pour vous faire éternellement des salamak, tout ce que cela voudrait dire, bien au tic-tac et autres. Voilà que même les arbitres, malgré menaces et manipulations, ne cessent de gémir, crier, pleurer, parce que tout travail mérite un salaire. Le mensonge et le manque de loyauté n'ont pas de longues jambes. Ces arbitres, ou alors ceux des arbitres jouant des tops, cherchent promotion à l'international. Nous sommes passés du football mythique au mythicisme. Thomas Massok. Autre réaction reçue, quel FECAFOOT Eto'o bashing, revenir nous dire qu'il est désormais avec Eto'o, voilà nous journalistes les Donald. Le professeur Titus Edouard, des fidèles de Paul Biya, avait démissionné, mais la suite, on la connaît. Ceux qui démissionnent, mon cher, ont des agendas cachés. Je le redis, le cas Sam Severin Ango nous parle. C'est Adjomon depuis Niété. Autre réaction reçue, la personne nous dit bonsoir, je vais taire son nom, et qui nous suit
véritablement. Alors, Donald, je reviens à vous, nous irons un peu plus vite. Alors, qu'est-ce que l'on réclame véritablement, ou alors les démissionnaires et les différentes grèves, que réclame-t-on à la Fédération camerounaise de football? Dites à mon ami Niété que je ne suis pas parental à Sam Séverin Ango. Il fait sa vie, je fais la mienne. Et s'il me connaissait, il ne me ferait pas ce genre de procès. Mais bon, tout ce qu'on revendique à la Fédération camerounaise de football est-il inventé? C'est pas inventé. Au début, on a dit qu'on ne donnait pas l'argent aux clubs parce que les clubs devaient donner des justifs. Les arbitres aussi doivent donner des justificatifs. Un arbitre fait comment pour justifier qu'il a arbitré un match si ce n'est pas écrit sur la feuille de match? Tout à l'heure, mon copanéliste disait, est-ce que c'est Eto'o qui doit tout faire? Il n'y a pas le travail au Cameroun. Tout le monde dit que c'est Paul Biya qui fait qu'il n'y a pas le travail au Cameroun. Non. Quand vous êtes manager, monsieur, vous êtes responsable de tout. Parce que qui peut le plus, peut le moins. On est devant un cas de figure. Les arbitres mentent aussi, ou bien les arbitres sont Sam Séverin Ango, qu'ils sont aussi en train de chercher pour venir faire les taux bashing. Ça, c'est du dépassé et du réchauffé. Du dépassé et du réchauffé. Les preuves sont là. Je suis journaliste. Je m'appuie sur les faits. Alors, les arbitres n'ont pas leur salaire. Ils n'ont pas leur salaire. Ou alors les frais. Bon, peut-être monsieur qui a agnété, lui, il peut travailler pendant 3 ans sans être payé pour l'amour d'Eto'o. Parce que quand tu dis à ton bailleur que je travaille pour Eto'o, il dit dors encore un mois, ne paye pas. Les gens racontent n'importe quoi. Ils sont omnibulés par le grand joueur que je continue de respecter et je dis à qui veut l'entendre. Samuel Eto'o a été le plus grand footballeur que l'Afrique a connu. Vous l'avez dit déjà. Alors, vous dites que les arbitres réclament leur dû. 25 Bambuto Doumbouda jette l'éponge parce que n'a pas perçu son argent d'il y a 3 ans, malgré que dernier du championnat. Non, il n'était pas dernier. Le dernier, c'est Yon Sport Academy. Même si relégable. Et également les démissions des uns et des autres. Qu'est-ce qui explique donc ces démissions-là? N'ont-ils pas aussi leur salaire? Moi, je suis un Africain et j'aime me projeter avec les dictons de chez moi. Il y a un dicton chez moi qui dit que si tu es en train de brûler le champ, tu vois un rat palmiste quitter là où il n'y a pas le feu pour courir dans le feu, ça veut dire que ce qu'il fuit est plus dangereux que le feu. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un démissionne pour rien. Quelqu'un peut chercher l'exemple de Titus Edouard. Titus Edouard, il a travaillé à la FECAFOOT un jour. Notre confrère Thierry Elindo devant le Hilton où ils arrachaient les sacs des joueurs comme le font les apacheurs de van là-bas quand tu arrives. Viens entrer dans mon bus, va entrer dans mon bus. On l'a vu. S'il est descendu à ce niveau, Benoît Angwa, disons-le, parce que les gens pensent que tout le monde réfléchit avec Samuel Eto'o comme président de la campagne, le responsable de la campagne. Une fois que Eto'o n'est plus candidat et qu'il est président, le contrat est forclos. Alors il décide de partir. Mais ces gens-là qui sont autour, il est parti parce qu'on ne lui a pas donné un poste. Est-ce qu'il vous a dit merci Donald. Merci Donald. Prenons Christophe depuis Bafia qui nous écrit bonsoir Info TV et son panel. La FECAFOOT va mal parce que à chaque fois que Samuel Eto'o a été leader dans le football, cela ne nous a pas apporté une bénédiction. Quand il a pris le brassard au sein de l'équipe nationale, le désordre a surgi. Pour qu'on gagne la Coupe 2017, il a fallu que Hugo Broos le mette de côté et ensuite il revient avec Clarence Sidor et Patrick Kluivert. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu de succès avec lui. Signé Christophe depuis Bafia. Autre réaction reçue. Bonsoir. J'aime le débat, mais que doit-on faire pour que la situation se rétablisse? Le MINSEP ne donne pas de l'argent à la FECAFOOT alors qu'il est sous tutelle. Cet argent viendra d'où? C'est notre ami Benjamin qui nous écrit. Autre réaction reçue. Ton ami de Niété te dit où tu inventes. Ton ami de Niété te dit où tu inventes. Je rappelle que c'est lui qui revient.
Dites à Donald de respecter le point de vue des autres. Donald, tu dis des contre-vérités. C'est ton ami de nier Donald. Arrête tes insultes. Si tu n'as plus rien à dire, toi, tu es un journaliste. Moi, je suis rien. Ah, c'est ton ami. C'est ton ami. Alors, autre réaction. Bonsoir. Bonsoir. Les affamés sont dangereux plus que la peste. Fermez rapidement les robinets aux gloutons. Présagez que cette FECAFOOT tumultueuse, l'administration nouvelle et le vouloir renouveler rapidement n'a pas été vite compris. Il faut que Samuel utilise la pédale douce. Franck de Bokito. Autre réaction reçue. C'est beaucoup. Bonsoir, Monsieur Ngba, et à tout votre panel. Dire aujourd'hui que la FECAFOOT n'est pas en crise serait se leurrer. Tout va mal dans cette instance que dirigent donc les dirigeants. C'est compliqué pour lui et c'est une réalité. Signez vos messages. Autre réaction. Bonsoir le panel. Vous avez mené une très bonne émission jusqu'alors. Quand on parle de la FECAFOOT, tous les ressentiments surgissent. Depuis l'avènement de M. Eto'o, dans l'instance, certains rivalisent, je crois que je vais revenir sur ce message-ci, où nous allons prendre plutôt l'autre. Bonsoir, bon débat. Samuel Eto'o a été un très bon joueur, mais un piètre manager. Yves depuis Yaoundé. Nous allons donc poursuivre. Alors, Afani, à ce niveau, tout le monde semble dire que le problème, c'est le président de la FECAFOOT. Il y a des messages de certains qui disent que regardez nos équipes nationales qui ne donnent absolument rien. Nous n'arrivons plus à gagner. Mais je me pose la question si c'est toujours Samuel Eto'o, mais quand même, lorsque ça ne va pas, c'est peut-être celui-là qui est à la tête. Doit-on revoir la présidence de la Fédération camerounaise de football? Ok, je vais répondre à cette question en deux volets. Je vais d'abord prendre l'exemple. Ok, quand ça ne va pas dans une maison, mais dans une famille, on dit que c'est le chef de famille, bien c'est le père, sans oublier ce que la mère fait et les enfants. Bon, si on revient donc dans le cadre de la question posée, comme ça ne va pas à la FECAFOOT, tout le monde dit que c'est le président. Est-ce qu'on regarde donc ce que ses collaborateurs font à l'intérieur? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il peut déranger seul? Certes, il peut avoir les manquements, ou bien il peut avoir fait des erreurs au niveau du management. Monsieur Afani, je vais peut-être vous le dire. Le football, c'est l'ensemble des délégués avec à la tête le président. Le président peut faire des propositions. Les délégués étudient ces propositions-là. Ils peuvent voter oui ou non. Mais du moment où tous votent oui, on se pose donc la question, est-ce que tous sont d'accord? Tous pensent comme Samuel Eto'o, ou alors il y a un vote oui forcé? Bon, là, à ce niveau, je vais donner mon point de vue, même si on pourrait me démentir. Je constate que tous sont d'accord au début. Mais après, on commence à constater un changement. Ce qu'ils attendaient, ça n'arrive plus. Tous sont d'accord au début, mais le fonctionnement, avec la durée, les uns et les autres commencent à constater que lui veut déjà nous bloquer. Lui commence donc à démissionner seul. Oui, ça, c'est mon point de vue. Oui. Oui. C'est-à-dire, ils disent oui parce ils attendent quelque chose. Ils ont certainement, mais peut-être le contrat n'est pas respecté et ils démissionnent, selon vous. Mais ce n'est pas quand même ce que nous disent les communiqués. Les communiqués des uns et des autres nous disent qu'il y a une sorte de dictature. Hein. Je vais quand même résumer cela, oui. Puisque même Benoît Ngba, ce qu'il dit dans son communiqué, c'est que il n'est pas respecté, et lorsqu'il essaie de porter le problème au niveau du plus grand manager,
il n'y a pas de réponse positive. C'est-à-dire il n'y a pas de changement. Et c'est comme si c'était des consignes. Voilà à peu près hein, pour le dire. Monsieur le délégué, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour le football, pour que l'on retrouve les nobles, les temps d'avant où tout le monde était content, tout le monde était d'accord. Peut-être c'est pas Samuel Eto'o qui va aller payer les billets des joueurs, mais il faut un championnat attrayant. Il faudrait peut-être également revoir la politique du commerce des joueurs, parce que c'est là aussi, Donald, il faudrait qu'on le reconnaisse. Du moment où un enfant a marqué 2 buts, et directement, ce ne sont pas les parents, c'est son équipe, le président de club, qui va chercher, n'est-ce pas, qui va le vendre. Que faut-il faire pour que le football camerounais retrouve, n'est-ce pas, ses lettres de noblesse? Bon, je crois que ce n'est pas le talent qui manque. Hein. Ce n'est pas l'amour pour le football qui fait défaut au Cameroun. Tous les Camerounais s'identifient au football, même ceux qui ne le pratiquent pas. Maintenant, ce football a été confié comme service public à une entité de droit privé, l'Africa Foot. C'est une association qui appartient aux dirigeants de clubs et autres associations et les autres corps de métier. Alors, vous avez soulevé quelque chose de particulier, c'est que jusqu'à présent, tous les délégués votent pour les résolutions. Le président... Et pensez même pour Roger, le mandat... Le président semble avoir une majorité plus que confortable. Maintenant, ça veut dire que... la politique adoptée... Les délégués sont d'accord, même si les employés, parce que les autres, les emplois et eux sont des employés, estiment que le cadre n'est plus bon pour eux pour assurer un bon épanouissement professionnel et que les choses vont mal. Il appartient aux délégués. C'est des adultes, hein? C'est des chefs de famille, des grands-parents même pour certains. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, moi je dis toujours qu'il faut faire attention. Il s'agit là d'un service public qu'on a confié. Et celui qui est chargé d'assurer que le service public, qui par définition doit donner satisfaction à la collectivité, à la communauté nationale, l'État observe. L'État observe. Je crois qu'on a eu ces situations avant. Je ne sais pas si les gens ont connu la présidence de Mahadaer, où, quelle que soit l'Assemblée générale, il avait toujours une majorité confortable pour passer. Mais à un moment donné, ça a dû s'arrêter. Parce que quand ça ne va pas, quand ça devient des questions d'ordre public... Alors là, présentement, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'il faut permettre et laisser et permettre à l'Africa Foot, en tant qu'entité, en tant qu'organisation, de voir ce qui ne va pas en son sein. Parce que nous sommes quand même respectueux des instances, des accords, des conventions qui sont passées. Il faut que l'Africa Foot aille. Cette Assemblée générale, ce bureau directeur a un mandat, je crois, qui s'achève, je ne sais pas si c'est dans 1 an ou autre. Que les acteurs du football, propriétaires de l'Africa Foot, nous disent s'ils sont satisfaits de ce qui se passe ou pas. Et que les autres forces, parce que quand on commence à voir certains dirigeants jeter l'éponge, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience que tout n'est pas rose, tout n'est pas comme on avait pensé. Peut-être qu'il y a des rectifications à faire, sans forcément désigner tel ou tel comme responsable. Monsieur, si vous êtes président d'une organisation, à moins d'avoir une baguette magique avec laquelle vous dirigez tout le monde, si vous avez une vision qui ne cadre pas avec ce que ceux qui vous ont élus ont adopté, on vous met de côté. Bon, si ça n'arrive pas, ça veut dire que quelque part, les délégués ont encore espoir qu'ils sont peut-être sur la bonne voie, mais je crois qu'eux tous bientôt vont commencer à penser à leur élection. Il faudra revenir dire aux gens ce qu'ils ont fait de leur mandat et ils vont prendre les décisions qui s'imposent. Donc moi je pense que, je crois que ce n'est pas le chamboulement qu'il faut. Il faut que les gens s'asseyent et regardent très bien ce qui ne va pas. S'il y a des plaintes,
qu'on ne les banalise pas, qu'on voit comment rectifier. On peut avoir des collaborateurs qui ne sont pas d'accord, qui quittent la barque. Ça ne doit pas remettre en cause la suivi de la barque. Si ceux qui tiennent la barque comprennent qu'il y a des choses à redresser. C'est un peu ça que moi je retiens et que je souhaite à cette organisation qui nous a fait, je crois, la FECAFOOT en tant que telle, on a connu. Lorsqu'il n'y avait pas tous ces sommes faramineuses d'argent dont on parle, là, on avait vu comment les gens se battaient pour que les choses marchent. Les choses marchaient. Donc s'il y a de la volonté, les gens peuvent se mettre ensemble et travailler. On vous a compris votre lecture à distance. Hein, je crois que les uns les autres l'ont compris aussi, très rapidement, parce que nous allons faire le dernier tour de table. Bonsoir, c'est Rostand Mvé depuis Nkwaban. Posons-nous des questions. Pourquoi il y a cela et non des jugements? Laissons le président de la FECAFOOT se justifier pourquoi il y a le paiement des arbitres. Est-ce que l'argent a été versé par le ministère des Sports? C'est notre ami de Nkwabang. Autre réaction reçue. Bonsoir le panel, je suis Monsieur Pondi depuis Douala. Ne jouons pas aux naïfs. J'espère que tous en studio, vous vous êtes rendu compte. Il a envoyé deux. Vous vous êtes rendu compte qu'on parle du management et personne ne vous dit à quoi cela renvoie exactement. Nous savons que la FECAFOOT a toujours été un milieu dans lequel les gens ont trouvé leur niche. Nombreuses sont ceux qui se sont sauvagement enrichis à cet endroit. Pourquoi faites-vous semblant de ne pas savoir qu'il naturel? Merci. C'est pas facile là avec ces autres. Alors, Steve de Foulan, plus proche de nous, nous écrit: bonsoir monsieur le journaliste et à votre panel, s'il vous plaît. Lorsqu'on demande au club de justifier l'argent de nos impôts remis à eux par l'État via la FECAFOOT, lorsque c'est pas justifié, est-ce que cet argent retourne dans les caisses de l'État? La FECAFOOT justifie-t-elle les fonds reçus des sponsors retombés des Coupes du Monde et de la CAF? Stéphane depuis Efoulan. Autre réaction reçue, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Bonsoir à vous en studio. Moi, je pense que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un les résultats à la minute. Les résultats viennent toujours avec le temps. Le problème de la FECAFOOT est que les robinets ont été fermés. Les démissions sont dues au refus du favoritisme. Il y avait un championnat avant. C'est la question. Rien ne peut fonctionner sans rigueur et discipline. Antoine Demfou, les résultats viennent avec le temps. Donner au président, entraîneur et autres le temps de travailler et laisser le président de la FECAFOOT moderniser le football camerounais. Autre réaction reçue. Bonsoir Prince et au panel. Le journaliste sait que ses confrères émargeaient à la FECAFOOT. La fermeture des robinets a créé les journalistes comme celui sur le plateau à Teba depuis Nkwabang, encore notre ami à Teba. Bonsoir le panel, belle émission, mais vous tournez seulement dans le football, parlez aussi du sport en général. Ça fait 4 ans que les médias et les journalistes dont les robinets ont été coupés ont trouvé le travail. Fans des médias parler de la FECAFOOT. Vous croyez que la nouvelle génération des journalistes peut parler de quoi d'autre en dehors de la FECAFOOT, comme celui en veste qui parle de la Théo depuis, Théo depuis la Russie. Ils sont nombreux, c'est beaucoup. Et je vous ai dit que quand on parle football, ça devient... Alors, nous allons sortir avec, puisque le temps, nous sommes arrivés au terme, n'est-ce pas, de cette émission. Donald. Oui. Si vous avez un dernier mot à dire. Bon, ce que je vais dire, c'est que même le plus
éclairé des rois entouré de mauvais griots devient un dictateur? Quels sont les pédigrés, quels sont les backgrounds de ceux qu'on nomme au poste à la FECAFOOT? Il suffit d'avoir une belle voix, vous chantez bien les louanges et vous avez un poste. Donc, on a plein d'exemples. Hein. Est-ce qu'on les nomme pour leur capacité, pour leur talent, pour leur, comment dirais-je, pour leur faculté? Non. On nomme les gens à la FECAFOOT parce que tu es mon ami, du coup on te trouve un petit poste. Parce qu'ils sont loyaux. La loyauté, entre guillemets, puisqu'aujourd'hui le navire est en train de couler et les races sont en train de quitter le navire. Logiquement, quelqu'un de loyal ne quitte pas au premier naufrage. Je pense qu'il reste jusqu'à la fin. Et si vous avez regardé le timing, ils savent que les 4 ans qu'ils ont passés à la FECAFOOT sont en train de finir. Donc maintenant, tout le monde veut partir. Ok. Donc ce que je pense, c'est qu'il faudrait que on juge toute institution et tout président. Premièrement, le bilan d'Eto, c'est lequel? Oui. Il est nul. Deuxièmement, le bilan d'Eto est nul. Allons-y, c'est terminé. Le dire, ce n'est pas mentir. Oui. Ok. Deuxièmement, quelle est la promesse de campagne qu'Eto a tenue en 4 ans? Aucune. Même pas un papier, il a ajouté au siège. Certainement, je veux aussi la nourriture. C'est pour ça que je le dis. On a fermé les robinets, mais les habits ne sont pas payés. Merci Donald. On se retrouve prochainement pour parler encore peut-être du sport en général hein, et également du football, en tout cas ce qui reste d'actualité. Merci Monsieur Afané. Je sais que nous parlerons économie prochainement et vous serez des nôtres. D'accord, d'accord. Merci. Monsieur le délégué, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Permettez-moi, au nom de Madame le ministre, de vous inviter à mon tour pour les États généraux de 6 et 7 mai prochain avec tous vos confrères. Je pense qu'il est important que les hommes des médias soient là, pas seulement pour couvrir l'événement, mais parce que ce sont des intellectuels de la société, apporter leur contribution au succès de ces États généraux. Ok, nous n'y manquerons pas.